Bonjour à toutes et à tous et merci de participer à un titre ou à un autre à ce 22e numéro de Polycritique, le webinaire mensuel de la FSP, une série de webinaires où des spécialistes de sciences sociales décryptent pour nous des questions d'actualité à la fois nationale et internationale. En janvier, nous nous sommes intéressés au projet de loi français sur l'immigration. En février, à la situation en Israël, et en avril ou en mai, nous examinerons celle de la Turquie à la veille d'importantes élections. Aujourd'hui, l'approche est un peu différente. Les politistes qui vont animer ce webinaire vont bien sûr parler de leur terrain, mais ils vont aussi nous parler de la façon dont leur rapport à ce terrain a été transformé par la guerre. Et la question qui est posée, c'est bien sûr celle de l'accès au terrain, et nous l'examinerons en détail, mais c'est aussi celle de la transformation de l'objet d'étude lui-même qui résulte de la guerre et de ses conséquences à la fois politiques et sociales. Donc on s'intéressera à cette transformation et aussi à une autre, celle de la demande sociale, ici en France ou ailleurs, euh, dans le monde francophone ou pas d'ailleurs. Quand la guerre change le regard qu'on porte sur le pays étudié, que les médias posent des questions plus nombreuses et forcément différentes, quel est le rôle du chercheur, de la chercheuse spécialiste du pays en question? Et puis enfin, on examinera la situation des collègues restés au pays ou qui l'ont fui d'ailleurs. Comment interagit-on avec eux, avec elles, dans un contexte nouveau? Comment les aide-t-on? Comment nous aident-ils? Et cela ne serait-ce que parce qu'ils sont bien sûr indispensables à l'intelligence de la situation créée par la guerre. Alors les pays dont il va être question aujourd'hui sont bien sûr l'Ukraine et la Russie, et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui une brochette d'experts et d'expertes en la matière, et je les présente d'un mot maintenant par ordre alphabétique. Anna Colin-Lebedev, d'abord, maîtresse de conférences en sciences politiques à Paris 10 Nanterre et chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique. Thomas Da Silva, doctorant au Centre de recherche pluridisciplinaire multilingue à Paris-Nanterre aussi, et ingénieur d'études au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens, où il est basé en ce moment même. Gilles Favarel-Garrigue, directeur de recherche au CNRS, aux séries à Sciences Po et au CNRS donc, et Yulia Choukan, maîtresse de conférences en sciences politiques, aussi à Paris-Nanterre et aussi à l'Institut des sciences sociales du politique. Alors, nous allons écouter ces quatre collègues nous répondre au sujet, aux questions que j'ai listées tout à l'heure, mais nous allons commencer par décaler le regard pour mieux planter le décor et tracer le cadre de notre réflexion au-delà de la seule, si j'ose dire, région Ukraine et Russie. Et nous allons le faire grâce à Nathalie Duclos, secrétaire générale de la FSP, maîtresse de conférences à l'Université de Tours, qui est aussi experte en la matière. Et son témoignage, celui qu'elle aimerait partager avec nous, va permettre de cadrer le sujet, d'apporter un éclairage sur la question générique que nous nous posons, à savoir que représente l'entrée en guerre d'un pays qu'on étudie. Tu as connu cette situation, Nathalie, donc pour entrer en matière, pour nous planter le décor, cadrer les termes du débat, tu as la parole pour commencer et nous passerons ensuite à la situation ukraino-russe. Nathalie. Merci beaucoup. Oui, donc ce sera un point de vue décalé dans l'espace, mais aussi dans le temps, puisque c'est une expérience qui a déjà maintenant un certain nombre d'années. Et donc, bien évidemment, tout ce que je vais pouvoir dire, c'est aussi de la reconstruction ex post, ce que permet justement le temps et le fait que l'accès au terrain se soit réouvert pour mon cas. Alors, je vais évoquer la façon dont j'ai été amenée à travailler sur le Kosovo. J'ai commencé à m'intéresser au Kosovo, justement à un moment de point de bascule qui ressemble à ceux qui vont être évoqués dans le cadre du webinaire, notamment s'agissant de l'Ukraine. Point de bascule au sens où les terrains se ferment, où
nous échappe. Et donc, au moment où j'ai commencé à m'intéresser au Kosovo au milieu des années 90, il s'effectue en effet un glissement qui s'effectuait de façon incrémentale, hein, c'était pas un basculement soudain, mais de façon incrémentale. On voyait évoluer la situation d'une mobilisation non violente, pacifique, de la part des Albanais du Kosovo, à un mouvement de lutte armée. Donc j'ai commencé par m'interroger sur ce recours à la violence armée après avoir mis en avant la figure de Gandhi, la figure du pacifisme et sa plus grande utilité ou sa plus grande efficacité. Alors peut-être un petit rappel historique pour recontextualiser. Donc cette mobilisation pacifiste, elle s'était mise en place à la suite du changement de statut du Kosovo à la fin des années 80, changement de statut qui est passé par la révocation de son autonomie, puisque la Serbie, dirigée par Milosevic, avait repris le contrôle de ce qui était une province autonome, et donc avait contribué aussi à une serbisation des institutions du Kosovo, ce qui veut dire concrètement la révocation de tous les Albanais du Kosovo dans des fonctions d'État, comme l'enseignement, comme la fonction publique. Donc, à la suite de ce changement institutionnel, une mobilisation non violente s'est mise en place sous la houlette de Ibrahim Rugova, qui exerce un fort leadership, avec également un parti qui est la Ligue démocratique du Kosovo. Et cette mobilisation pacifiste ou non violente, on pourrait discuter, mais ce n'est pas le sujet, mais c'est un enjeu. Ça consiste pour l'essentiel en l'organisation d'une société parallèle, la mise en place d'élections, qui sont des élections qui sont organisées hors de toute autorisation, bien sûr, par la Serbie, des élections législatives qui permettent la mise en place d'un parlement en exil, des élections présidentielles qui voient Ibrahim Rugova être élu, et puis, et peut-être surtout, la mise en place d'une scolarisation dans des écoles qui enseignent en langue albanaise. C'est aussi un enjeu essentiel au moment de cette reprise de contrôle. Eh bien, la Serbie impose le serbo-croate, alors que la dimension de la langue est importante dans l'identité albanaise. Donc, la mise en place de cette société est expliquée au motif que il s'agit d'internationaliser la cause, donc d'appeler à l'aide les puissances internationales, l'ONU, internationaliser la cause, et ce parce que face à l'appareil de répression serbe, face à la puissance serbe, il n'y a pas de moyens autres pour l'emporter, et a fortiori, l'emporter par les armes ne semble pas du tout adapté et au contraire risque d'amener à une répression et à une annihilation du mouvement. Et puis à partir des années de 96, on voit apparaître des actions armées sporadiques, des attaques contre des commissariats, contre des forces de police qui sont serbes, et il apparaît que à partir de 97, de fait, il y a une armée de libération du Kosovo qui s'est constituée et qui voit s'engager dans ses rangs un grand nombre de jeunes hommes principalement, surtout au printemps 98. Donc à ce moment-là, le terrain se ferme, d'autant que l'armée serbe répond par une répression massive à cette mobilisation armée, et que l'OTAN intervient, je résume un grand trait, l'OTAN intervient à son tour en mars 99. Et donc ce terrain est d'autant plus inaccessible pour moi que j'en suis en fait à une phase d'ouverture d'un nouveau terrain. Donc, pour moi, tout terrain sera impossible jusqu'à l'été 99 et le déploiement de l'ONU, après le vote de la résolution 1244. Donc, le terrain va se réouvrir avec le déploiement de l'ONU et le départ des forces serbes et l'arrêt de la guerre. Mais en même temps que le terrain se réouvre, eh bien, c'est l'objet qui se dérobe, puisque cette fois-ci, on entre dans une phase de démobilisation des combattants et donc de retour à la vie civile. Au départ, j'avais commencé à être interpellée par l'engagement dans la lutte armée, et en fait, au moment où mon terrain s'ouvre, je ne peux que constater la démobilisation des combattants.
Donc évidemment, il y a un certain nombre de similarités avec l'Ukraine. Et la question voilà, qui s'est posée pour moi, comme elle se pose pour vous, c'est la question de quelles adaptations ou pas face à cette situation. Alors, dans un premier temps, et j'ai pu échanger avec un certain nombre d'entre vous, je pense que c'est quelque chose d'une expérience partagée, il y a un premier temps de sidération. Un premier temps de sidération face à la guerre, face aux violences, des violences qui sont à distance, mais qui sont documentées par la presse, par les organismes de défense des droits de l'homme, qui vont connaître l'existence de certains faits qualifiés de massacres. Et donc, c'est un moment de suivi compulsif de l'actualité où on n'arrive pas à décrocher de ce qui se passe, on passe d'une source d'information à l'autre, et où la distance et la neutralité axiologique, évidemment, sont plus que difficiles, voire impossibles. À cela s'est ajouté le fait que dans mon entourage, j'ai eu connaissance du départ de quelqu'un assez proche pour rallier le Tchéquien. Donc, départ depuis la France pour se rendre au Kosovo et donc s'engager. Donc ce moment-là est un moment où l'émotion prédomine et où évidemment les logiques d'engagement se mettent en place. Là, il y avait au moment de la guerre au Kosovo, il y avait pas mal de mobilisations, de manifestations, de demandes d'intervention des puissances occidentales, des mobilisations, des manifestations de solidarité aussi, et donc une forte demande de la presse. Donc c'est un moment où voilà, on s'engage plus à travers des tribunes dans la presse et à travers donc de l'action collective en fait. Donc, dans un premier temps, pour revenir rétrospectivement sur ce moment de sidération, je disais c'est un moment de sidération ou un moment où l'émotion l'emporte et où la réflexion n'est pas prédominante, enfin n'est guère possible. Mais rétrospectivement, je pense que c'est une expérience sensible qui est quelque chose qui aide en fait à penser, qui aide à comprendre ce que par la suite, avec plus de distance et avec le passage du temps, on va pouvoir réinvestir avec nos outils de compréhension, nos outils d'analyse. Alors comment saisir cet objet mouvant, l'objet guerre, un objet qui semble être un moment à nul autre pareil. Je suis partie d'un parti pris qui était le refus de l'exceptionnalisme. Je refusais l'idée assez classique qu'on retrouve assez fréquemment, surtout dans la presse, mais pas seulement, aussi auprès d'universitaires, l'idée selon laquelle c'est un moment, la guerre, les violences armées, c'est un moment de suspension des logiques ou des processus sociaux habituels. Il y a aussi une tentation souvent de la pathologisation pour expliquer la place de la violence. Et tout ça, ça conduit à aller chercher des causes efficientes ou des explications exceptionnelles, hors normes. Donc moi, j'ai refusé cela et j'étais aidée en cela pour ce refus par mon travail de thèse qui avait déjà porté sur des violences, des violences paysannes en France, avec un autre ordre de grandeur, mais j'avais déjà abordé ces violences protestataires en tant que répertoire d'action parmi d'autres. Qui s'inscrivait dans un ensemble protestataire plus large, qui s'inscrivait dans la continuité par rapport à d'autres éléments de répertoire. Et de ce point de vue, il y a un certain nombre de travaux qui vont en ce sens. Le modèle de Tilly et Tarot, le modèle du contentious politics, qui souligne justement la continuité des modes d'action de la grève à la révolution, ou encore le modèle de McAdam, qui, lorsqu'il analyse l'activisme à haut risque, souligne que bien, on peut tout à fait comprendre l'activisme à haut risque en recourant aux mêmes explications ou aux mêmes éléments de compréhension que s'agissant de l'activisme plus conventionnel. Donc, le postulat était celui de la plasticité de l'outillage des sciences sociales pour rendre compte de ce phénomène-là, de la guerre,
Et donc, notamment, mon réflexe ou ma façon de faire, c'était de m'appuyer sur tous les travaux qui relèvent de la sociologie des mouvements sociaux, de l'engagement politique, de la politisation ou encore de la violence politique. Alors, toutefois, face à la situation qui était celle du Kosovo, il m'a fallu faire un pas de côté par rapport à la littérature, en intégrant des nouvelles dimensions comme le nationalisme, mais aussi les dimensions de la répression d'État, des régimes autoritaires, parce que si j'avais pu observer les pratiques de maintien de l'ordre s'agissant des manifestations paysannes, eh bien là, on était là encore dans un autre ordre de grandeur. Et par ailleurs, deuxième pas de côté, dès lors que, lorsque l'ONU est arrivée, elle a désarmé les combattants de l'UÇK, que mon objet s'est dérobé. Cela m'a amené donc à un autre ajustement, un ajustement qui m'amène à intégrer la littérature sur la construction de la paix, les missions de l'ONU, la reconstruction des États, le multilatéralisme, etc. Donc, j'ai ainsi construit deux objets, celui de l'engagement dans la lutte armée, mais aussi celui du désengagement, mais dans un cadre multilatéral, celui des programmes dits de désarmement, démobilisation, réintégration. Et donc, tout cela, ça m'a amené, puisque finalement, j'ai aussi suivi l'objet, ça m'a aussi amené à le penser dans les continuités, continuité de l'état de non-guerre à la guerre jusqu'à la paix, hein, avec tout un tas de guillemets sur ces qualificatifs. Et ce qui permet plus particulièrement et mieux encore de penser ces continuités, c'est bien sûr l'approche processuelle, inspirée par les travaux de Becker sur les carrières, mobilisés par les travaux d'Olivier Filleul, Donatella Della Porta notamment, qui s'intéressent aux trajectoires, qui s'intéressent aussi aux justifications, aux représentations, aux motifs énoncés par les acteurs, tout en les replaçant dans les contextes, dans les structures, et qui s'emploient à faire le lien entre les individus, leurs trajectoires, les organisations et les contextes. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, pour ce témoignage rétrospectif, qui évidemment ne peut pas être du même ordre que ceux qui sont dans le moment du basculement, mais néanmoins, ça donne des clés, et les mots-clés, justement, sidération, émotion, engagement, action collective, que j'ai notés, peuvent revenir dans la conversation. On va maintenant nous tourner vers le terrain ukrainien et russe, et justement commencer par se demander ce qui se passe lorsque l'objet se transforme à ce point. Et c'est la question de départ que je poserai à Anna. Nathalie dit qu'elle a pensé l'objet dans les continuités. Est-ce aussi ce qui est votre attitude de chercheuse? Comment est-ce que finalement votre appréhension du sujet d'étude que vous étiez donné s'est trouvée transformée par cette guerre qui a quand même surgi d'une manière brutale? Merci beaucoup, Christophe, et merci beaucoup, Nathalie. Je vais être effectivement un peu en discussion avec ton expérience rétrospective d'envisager l'objet dans la continuité. Et une fois de plus, effectivement, nous n'en sommes pas là. Hein, nous sommes à un moment où un certain nombre de phénomènes sont perceptibles, mais pas forcément, disons, formulables encore, et la cible est mouvante. Alors, pour ma part, je dirais, je suis a priori dans une situation où l'objet ne devrait pas s'être transformé, dans la mesure où je travaille depuis 2014 sur les combattants du conflit armé qui se déroule sur le territoire ukrainien, qui a été, entre 2014 et 2018, le conflit armé dans le Donbass. Donc, a priori, déjà, vous voyez, une situation de guerre où on envisage les deux côtés de la ligne de front. Alors, je pense que on pourrait penser que
je serais davantage dans une situation de continuité où on poursuit une recherche avec une guerre qui s'intensifie. Et pourtant, je me permets de faire une série d'observations qui justement questionnent, Nathalie, ce que tu as dit sur la possibilité de normaliser les évolutions sur le terrain. Il se trouve que je travaille sur les combattants de cette guerre à la fois du côté russe et du côté ukrainien. Et je dirais que c'est la comparaison de la Russie et de l'Ukraine qui m'interroge, parce que l'observation que je fais en ce moment et que je souhaiterais soumettre à vous tous, parce que c'est vraiment une observation personnelle et sans doute erronée, et en très grande partie liée à la question d'accès au terrain, c'est que voilà, on a deux terrains auxquels je n'ai pas eu l'accès jusqu'à maintenant, depuis le début de l'invasion armée de février 2022, deux pays en guerre, et pourtant j'ai la sensation d'avoir une capacité inégale, d'avoir une analyse pertinente, un suivi pertinent de ce qui se passe pour les combattants des deux côtés de la ligne de front. Et paradoxalement, alors même que la Russie est un terrain beaucoup plus fermé, où on insiste sur le rôle de la propagande, sur la difficulté à faire circuler de l'information, et que l'Ukraine est plutôt un terrain jugé ouvert, j'ai la sensation d'avoir plus de pertinence à analyser en fait la guerre côté russe que côté ukrainien. Pour quelle raison? Eh bien, pour cette raison, pour la raison en raison de la transformation de nature différente introduite par la guerre. La guerre ne se déroule pas sur le terrain russe aujourd'hui. Et donc, en fait, j'ai la sensation que mes outils d'analyse permettent d'analyser un certain nombre de logiques sociales dans une continuité très grande. Le fonctionnement du régime politique, dont on voit les inflexions, mais en même temps, on voit aussi la continuité. Les acteurs sont toujours les mêmes. Le fonctionnement des institutions, qui continue à être un fonctionnement transformé, mais non bouleversé. Et je pense notamment aux institutions militaires, instances de recrutement, etc. Et puis, les statuts sociaux et les situations professionnelles, les situations dans l'espace social des acteurs, qui elles aussi sont les mêmes. Et je dirais même que pour un grand nombre de Russes, le quotidien, le vécu quotidien, n'a pas été radicalement transformé dans cette guerre. En Ukraine, en revanche, on observe une guerre qui se déroule sur le territoire ukrainien et la situation est beaucoup plus mouvante et me paraît une cible beaucoup plus difficile à capter. Le fonctionnement politique a été sans doute pas, vous voyez, complètement. Un certain nombre de logiques sont présentes, mais il a été néanmoins placé en situation d'exceptionnalité. Le quotidien des institutions est transformé également. Alors, les institutions de recrutement, c'est compliqué à dire, mais en tout cas, les institutions politiques, par exemple, au niveau local, qui doivent gérer les urgences liées à la guerre, au lieu de gérer de manière régulière un certain nombre de leurs fonctions, on a du changement là aussi. Et il me semble également que pour le sujet qui me concerne des combattants, les statuts sociaux et les hiérarchies sociales, la position des personnes dans l'espace social a été pour un grand nombre d'entre eux recomposée et bouleversée. Et donc, en fait, c'est là que je dirais cette question est très étroitement liée à celle de l'accès au terrain. J'ai la sensation qu'à distance, je peux dire un certain nombre de choses sur l'évolution de la société russe dans la guerre, mais qu'à distance, sans une validation par le terrain, ma capacité à être pertinente sur le terrain ukrainien est beaucoup moindre. Voilà, donc ça, je dirais, pour laisser la parole aux collègues, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais pour l'instant, je dirais, alors sans doute que les logiques de continuité sont également là, mais il me semble que dans le feu de l'action et à distance, je n'ai pas la capacité de les appréhender pour ce qui concerne le côté ukrainien, en dépit d'une très grande ouverture et une abondance de sources. Merci beaucoup, Anna, pour ce premier témoignage qu'on va effectivement compléter, éclairer. Gilles, Julia, Thomas, sur cette réaction, attitude vis-à-vis de la transformation de l'objet que vous étudiez sur vos terrains. Julia. Oui, merci. Merci beaucoup à Nathalie et Anna d'avoir ouvert le débat. Et je trouve que Nathalie, même si tu dis que c'est a posteriori, c'est effectivement une réflexion a posteriori, il y a une certaine distance, ça fait énormément écho à tout ce que
nous avons vécu depuis le 24 février, et même tout ce que nous avons vécu aussi déjà en 2014, puisqu'en fait, ça nous paraît loin aujourd'hui, mais en 2014, il y avait de la sidération, il y avait l'impression qu'on pouvait absolument plus travailler sur l'Ukraine, on ne savait pas comment travailler, qu'on n'était pas outillé, qu'on n'avait jamais travaillé sur l'objet guerre, et donc en fait, il fallait effectivement identifier et voir de quelle façon, à quelle distance, avec quels outils on allait travailler sur cet objet. Et aussi ce que tu disais sur la sidération, et en fait, voilà, ces deux postures à la fois d'engagement émotionnel qui empêchent une mise à distance réflexive et analytique, et dans le même temps une exigence professionnelle, tout simplement, puisqu'on est interrogé sur l'Ukraine, sur ce qui se passe, sur les logiques sociales. Et donc, il y a une grande difficulté ensuite aussi à dépasser sa propre sidération et à sonner un chercheur et une chercheuse, et pas du tout sonner en tant que plutôt ami proche des Ukrainiens ou personnes engagées de façon très poussée vis-à-vis des Ukrainiens. Et cet été, j'ai rédigé mon HDR, et le manuscrit, il est inédit, et je vivais une sorte de schizophrénie parce que du point de vue analytique, j'ai inscrit mon travail dans la continuité, précisément, c'était l'hypothèse continuiste des situations entre guerre et paix. Et donc, je rédigeais l'introduction et je le disais, et j'étais extrêmement affectée, en fait, par ce qui se passait en Ukraine, les bombardements, les victimes civiles. Donc, voilà, c'était aussi une grande difficulté à concilier les deux. Et par rapport à ce que dit Anna, je pense qu'effectivement, et ça va nous amener aussi ensuite à cette question de l'accès au terrain, du point de vue des objets sur lesquels je travaille, précisément cette mobilisation citoyenne, les formes d'engagement citoyen, en complément en quelque sorte des incapacités étatiques et en réparation des incapacités étatiques, je vois une énorme continuité en fait entre ce qui s'est passé en 2014 et aujourd'hui, avec bien sûr une évolution des objets aussi. Précisément, différence de contexte, engagement émotionnel. Mais dans le même temps, je trouve que les logiques sont les mêmes. Et voilà, enfin, malgré cet aspect très schizophrénique de l'écriture cet été, je reste sur ces positions. Et du coup, ça soulève aussi l'intervention d'Anna, cette question de comment gérer le non-accès au terrain dans ce cas-là. Comment est-ce qu'on peut effectivement continuer à travailler face à l'impossibilité à aller sur le terrain, et avec tout un tas de limites, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. On est tous d'accord, tous et toutes d'accord en fait qu'en sciences sociales, on ne peut pas se passer du terrain. Mais je vois notamment un certain nombre de recherches s'est déployées sur les États limitrophes, là où il y a une concentration des populations ukrainiennes, et il peut y avoir d'ailleurs des combattants aussi qui sont pris en charge, soignés dans ces États, ou encore sur l'exil. Mais la limite ici, c'est comment, si on se replie tous précisément en ce moment de non-accès à travailler sur l'exil, comment trouver un questionnement pertinent et original, et comment finalement aussi se différencier, et sans, ne pas finalement aussi produire les mêmes travaux et contribuer à une sorte d'épuisement plutôt de réflexion analytique. Mais je pense qu'on reviendrait sur cette question aussi de non-accès au terrain. Oui, certainement, mais c'est très intéressant effectivement de voir comment est-ce que la question de ne pas faire tous la même chose ou toutes la même chose finit par être aussi une question tout à importante fait. face à la transformation si massive de l'objet d'étude. Gilles? Oui, excuse-moi Christophe, je m'aperçois en fait que sur l'ordinateur sur lequel je suis, là, quand je lève la main, automatiquement, ça ne marche pas. Donc, il faudra que Lève-la manuellement. Ah, je la lèverai manuellement. Mais merci pour l'invitation, merci pour les interventions aussi de Nathalie et d'Anna. J'ai réfléchi lorsqu'Anna parlait de cette familiarité. Je suis assez d'accord. J'avais pas pensé à ça comme ça. J'ai pas moi les moyens de faire la comparaison Russie-Ukraine comme tu le fais toi, Anna. Mais sur le côté russe, c'est assez vrai. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'un peu rassurant pour nous, mais peut-être aussi cherche-t-on à se rassurer dans la familiarité de ce qui se passe, dans la capacité peut-être à essayer d'interpréter ce qui se passe sans aller sur le terrain à l'aune de ce qu'on avait vu avant. Et ça permet en effet de privilégier des continuités, d'avoir des sortes de réflexes aussi par rapport à l'analyse en cours. Et en même temps, ça, je crois que c'est vraiment lié au fait qu'on soit encore à court terme, quoi. Et c'est-à-dire que je pense qu'on peut assez facilement formuler des hypothèses sur ce qui se passe actuellement, grâce au bagage qu'on a, grâce à l'expérience qu'on a
sur ces terrains, mais va venir à un moment le problème de la vérification de ces hypothèses et de leurs tests à l'épreuve du terrain. La crainte qu'on peut avoir, c'est que du coup, on ait des analyses qui soient liées à nos travaux, à nos expériences, etc., et qu'on ne voit pas forcément des choses importantes qui pourraient éventuellement aller à leur rencontre, quoi. C'est un petit peu la crainte que j'ai pour moi, en tout cas, à moyen terme, disons. Merci. Merci de cet accent de sincérité qui est aussi très important parce que avouer qu'on craint de ne plus être pertinent, c'est quelque chose de particulièrement difficile pour nous, mais le faire, je pense que c'est c'est souhaitable. Alors, on a beaucoup parlé d'accès au terrain et ce qu'il faudrait peut-être maintenant, c'est que vous nous disiez concrètement, à quoi est-ce qu'on peut accéder? Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Et cette question de l'accès au terrain, ben, elle est compliquée pour tous, pour toutes et pour tous. Elle l'est encore plus pour, les doctorants qui se retrouvent, coincés à devoir réaliser un travail en un temps limité et empêchés de faire ce qu'ils avaient prévu de faire. Là, on a quantité de chercheurs, de jeunes chercheurs qui se retrouvent et de jeunes chercheuses qui se retrouvent en difficulté. Et donc Thomas, ce serait précieux que tu nous dises dans ton cas et puis on fera le tour de l'écran ensuite pour comprendre comment chacun et chacune, eh bien, vous pouvez quand même avoir quelque accès au terrain et qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Tout d'abord, merci de m'avoir proposé de m'exprimer sur ce sujet aussi important. Donc, je vais un peu évoquer mon cas, mais je vais aussi monter un peu en généralité parce que en préparant justement ce panel, j'ai aussi un peu discuté avec d'autres collègues doctorants. Donc, je vais aussi parler aussi un petit peu en leur nom. Donc, moi, en ce qui me concerne, moi, je travaille sur les combattants irréguliers des conflits post-soviétiques et notamment sur les irréguliers russes qui ont notamment combattu dans le Donbass depuis 2014 aussi. Donc, mon terrain aussi a été complètement affecté et bouleversé par l'invasion à grande échelle en février 2024. Alors, moi, pour ma part, je ne parlerai pas tant de continuité, je dirais, mais plutôt de rupture. Pourquoi? Parce que, en fait, quand j'ai commencé mon terrain en 2019, donc en fait, 5 ans après la signature des accords de Minsk, justement, qui a transformé la guerre du Donbass en une espèce de guerre de position de plus basse intensité. En fait, la grande vague des volontaires russes qui avaient combattu depuis 2014, en fait, est rentrée en Russie et sont devenus des vétérans avec tous les guillemets qu'on doit prendre parce que justement, la Russie, qui a toujours nié son application directe avant février 2022, et qui décrivait le conflit ukrainien comme une guerre civile, niait toute implication, donc du coup ne reconnaissait pas du tout le statut de vétéran à ces combattants-là. Donc, en arrivant en Russie en 2019, donc 5 ans après justement la signature des accords de Minsk, on va dire que je suis arrivé un peu dans un contexte assez favorable, ce qui est assez paradoxal parce que vu la sensibilité du sujet et le contexte politique russe qui, lui, ne l'est pas, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. En fait, il était favorable parce qu'en 2019, la guerre en Ukraine avait complètement disparu du paysage médiatique en Russie. Donc, on n'en parlait plus. Et donc, du coup, les combattants que j'ai rencontrés, la plupart étaient revenus à une vie civile, donc avaient un regard assez rétrospectif sur leur engagement. Alors, certains continuaient à faire des rotations entre vie civile et engagement armé, faisaient des rotations dans le Donbass, puis revenaient, mais ça a concerné que peu de combattants que j'ai pu rencontrer. Je les ai essentiellement rencontrés en fait en visitant à plusieurs reprises l'Union des volontaires du Donbass, qui est la principale association, je ne pourrais pas m'étendre sur le sujet, mais justement des combattants russes ayant combattu dans le Donbass. Et en fait, les combattants que j'ai rencontrés en 2019 étaient assez frustrés par l'indifférence générale et aussi par la non-reconnaissance de leur statut de combattant par le gouvernement russe. Et plus que frustrés, ils étaient même assez blessés. Donc, en fait, ils étaient c'est assez étrange, mais ils étaient assez disposés à parler. Et donc, j'ai pu, en fait, une fois, évidemment, il fallait nouer les contacts, ce qui m'a pris quand même pas mal de temps. Ils étaient assez disposés à discuter, à parler de leur parcours et de leur trajectoire.
et même avec un chercheur étranger, avec moi en l'occurrence. Donc, c'est pour ça que ce contexte concernant mon objet est assez favorable à l'époque. Et alors que j'étais complètement sur ma lancée de collègues d'entretien, j'ai été arrêté net d'abord en raison de la pandémie. On a vu déjà une première fermeture de du terrain parce qu'on n'a pas pu enquêter en Russie. Et cette fermeture s'est prolongée, bien évidemment, avec la guerre. Donc aujourd'hui, il est impossible justement d'y retourner. Je ne peux pas justement continuer justement à faire mon terrain. Et c'est le cas de tous les doctorants. Et en fait, la situation, elle est quand même assez dramatique, que ce soit pour les collègues historiens qui n'ont plus accès aux archives, pour des collègues qui travaillent même sur d'autres terrains, comme par exemple la Biélorussie ou l'Ukraine. Je pense à Adrien Nojon qui nous écoute. Donc, il devient complètement difficile, ne serait-ce, comme disait Gilles, de vérifier des hypothèses, de confirmer justement des hypothèses de travail. Donc, effectivement, fermeture des espaces aériens, suspension de toute relation scientifique et institutionnelle entre la France et la Russie, l'arrêt de l'activité du CEFR qui nous permettait justement d'avoir des visas de recherche, crée un environnement hostile et rend impossible en fait toute recherche en Russie. Donc, que faire en fait? Donc, du coup, en ce qui me concerne, j'ai dû complètement réorienter justement mes recherches. En fait, et ma réorientation justement, elle s'articule autour de deux axes, c'est-à-dire un décentrage par rapport justement à la Russie. Et c'est vrai que les études russes en France étaient beaucoup marquées par une inégalité en fait entre le centre et la périphérie, où je m'intéresse du coup maintenant à la réception en fait du Rousski Mir et du monde russe auprès des populations russes dans les pays limitrophes, notamment dans les pays baltes. Et aussi la question, investir justement le terrain numérique. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me rends compte en fait que les acteurs, et là je poursuis un peu ce que dit Anna, les acteurs et surtout mes acteurs, justement, ont investi, et alors c'est pas nouveau, c'était aussi le cas en 2014, en fait, les réseaux sociaux. Et donc, ça ouvre des possibilités d'enquête, en fait, qui permettent, comment dire, de continuer à suivre un peu les personnes que j'avais rencontrées sur place et à collecter des matériaux. Alors évidemment, ça pose énormément de problèmes de méthodologie, de validité des sources, mais en tout cas, ça permet de contrebalancer un petit peu justement la fermeture du terrain, même si effectivement, on n'a plus la possibilité justement de faire des vérifications sur place. La situation est assez dramatique parce que certains doctorants dans mon entourage ont dû ont dû renoncer à leur recherche. Et c'est vrai que le basculement, justement, soit dans les pays limitrophes ou soit le basculement, justement, sur des terrains numériques, en fait, tous les objets de recherche ne s'y prêtent pas forcément. Alors, en ce qui me concerne, ça s'y prête plus ou moins, mais ce n'est pas le cas, justement, de tous les chercheurs. Et c'est vrai que c'est une question qui va se poser sur le long terme parce qu'on peut quand même faire l'hypothèse que l'inaccessibilité du terrain, en fait, va durer. Et elle risque de durer, on peut faire l'hypothèse qu'elle va même s'installer quand même sur le long terme. Donc, en ce qui me concerne aussi, alors c'est pour ça que je parle de rupture, parce que, autant mes combattants, quand je les ai rencontrés, étaient des vétérans, avec des guillemets, autant aujourd'hui, tous les combattants que j'ai rencontrés, en fait, sont retournés se battre en Ukraine. Donc, ce ne sont plus des vétérans, maintenant, ce sont des combattants. Donc, en fait, ils étaient combattants en 2014, ils étaient revenus à la vie civile, donc déjà avec un regard assez rétrospectif sur leur engagement armé. Et là, aujourd'hui, ils sont de nouveau, justement, au combat. Il y a un combattant que j'ai rencontré qui n'est pas retourné se battre, un seul, sur peut-être la douzaine d'entretiens que j'ai pu réaliser. Et c'est vrai que ma relation vis-à-vis d'eux a changé. Aujourd'hui, ils ne sont plus du tout disposés à me parler. Je fais partie justement d'un Occident, parce qu'évidemment, eux, leur représentation qu'ils ont de l'Ukraine, évidemment, c'est une junte fasciste, mais plus globalement, je continue à les suivre sur les réseaux sociaux, ils se font une représentation de la guerre aussi comme étant plus largement une guerre contre l'Occident qui cherche à détruire la Russie. Donc, du coup, les rapports ne sont plus du tout les mêmes. Et donc, du coup, même
en ligne, je n'ai plus cette capacité-là, justement, à dialoguer avec eux, comme ça avait été le cas même pendant le Covid et voilà, et jusqu'au 24 février 2022. Donc, du coup, c'est vrai que la question de l'inaccessibilité du terrain se pose, et c'est vrai que les réorientations méthodologiques, en fait, ne se prêtent pas à tous les objets de recherche. Et donc, il est essentiel, justement, de continuer cette réflexion, en fait, sur comment, en fait, travailler face, justement, à une situation qui va enfin, pour le cas de la Russie, on espère que l'Ukraine que l'Ukraine sera accessible. Je crois qu'elle l'est, hein, je crois qu'on peut y aller à titre individuel. Mais voilà. Donc, il y a une réflexion à long terme, justement, qui est en cours et qu'on doit. Et voilà, et si on peut l'enrichir dans la discussion, justement, pour nous aider, justement, à faire face, justement, à ce blocage. Tout à fait. Merci beaucoup, Thomas. C'est une réflexion que il faut mener sur vos terrains, que d'autres terrains justifient aussi. On a une multiplication de terrains qui se ferment et réfléchir sur comment on s'adapte à la fermeture des terrains. Est-ce que travailler sur les diasporas, sur les populations limitrophes, travailler sur les objets numériques, ce sont des substituts suffisants, plausibles? La réflexion est tellement importante que la FSP abrite maintenant un groupe de travail sur le sujet, non-accès, accès, non-accès au terrain, et pour les raisons que tu viens d'invoquer. Anna, Merci beaucoup, Thomas. Je me permets une petite remarque assez brève. Nous, les chercheurs, n'avons pas accès au terrain, mais pour ce qui concerne l'Ukraine, une multitude d'acteurs a accès aujourd'hui au terrain ukrainien. Les acteurs politiques, les entreprises, les représentants de différents think tanks et institutions de réflexion, les organisations internationales et les médias. Ce qui veut dire qu'un grand nombre de discours alternatifs sont produits aujourd'hui et se présentent comme une expertise sur l'Ukraine en guerre, mais avec des biais qu'il faudrait souligner, non pas des biais, mais je dirais des orientations particulières. C'est-à-dire que ce non-accès au terrain a pour conséquence un certain nombre de questions qui sont posées et d'autres qui ne sont pas posées, un rapport différent au contexte et un rapport différent à l'histoire longue et un rapport également différent à la méthodologie qui peut être employée pour valider des hypothèses. Donc, je pense que la conséquence dépasse, je dirais, le type de connaissances qui sont produites aujourd'hui sur la guerre d'Ukraine est très fortement impacté par notre non-accès au terrain et l'accès des autres. oui, c'est très intéressant. Effectivement, il y a de la concurrence et on n'a plus les moyens de travailler comme on le faisait avant. Yulia et Gilles. Oui, merci. D'abord, merci Thomas en fait, de nous rappeler effectivement que notre différence de statut, elles sont sensibles et importantes dans le champ, surtout pour les jeunes chercheurs qui, voilà, les implications ne sont pas les mêmes. Perdre l'accès au terrain pour un chercheur confirmé et pour un doctorant alors qu'il est en train de rédiger sa thèse. Et à cet égard, j'ai une première remarque. Effectivement, j'ai vu qu'il y a un certain nombre de solutions radicales préconisées aux doctorants en lien avec l'Ukraine, changement si c'est pas d'objet, de pays à partir duquel il travaille. Et donc, j'ai une interrogation. Je suis pas sûre de suivre en fait cette préconisation au sens où ça dépend aussi d'où on en est en thèse et où on en est dans son rapport au terrain ukrainien. Est-ce qu'il y a déjà un travail préalable qui avait été effectué ou pas en amont sur le même objet ou en objet proche? Et donc, est-ce qu'il y a un moyen du coup de compenser par les terrains numériques en s'inscrivant dans la continuité des démarches déjà engagées et donc de la connaissance souvent intime acquise aussi au terme des années précédentes, donc dans le cadre de la thèse. Et ça, c'est donc ma première. Je pense que de toute façon, il faut qu'on ait cette réflexion par rapport aux doctorants. Certes, c'est pas la même chose pour les masterants, par exemple, les personnes qui postulent pour les bourses de thèse, donc en première année de thèse. Mais c'est quelque chose de différent si une personne a déjà travaillé 3 ans. Enfin, voilà, les thèses plus longues, travailler déjà 3 ans sur le terrain et que le terrain se ferme. Je pense que les situations doivent être différemment appréciées du point de vue de la faisabilité des choses. Et après, pour l'accès au terrain, effectivement, le terrain ukrainien est en fait très ouvert.
au sens de possibilité de faire des choses, d'avoir des informations malgré les crispations, les tensions, malgré un certain nombre d'informations qui ne sont pas disponibles sur le terrain. Les gens sont assez disposés à parler. Et donc, on est dans une situation assez paradoxale. Le terrain reste ouvert, mais institutionnellement, il nous est interdit. Et donc, on peut faire de la recherche, certes, mais de façon autofinancée et de façon indépendante, donc en dehors de tout cadre institutionnel. Mais ça suppose bien évidemment, voilà, aussi un certain nombre de choix au regard des risques que cela pose également. Oui, merci beaucoup, Julia, parce que la question de l'accès au terrain, c'est pas seulement la question du terrain tel qu'il est devenu, mais de la question du terrain tel qu'il est vu par nos autorités, qui peuvent nous fermer l'accès à un terrain par peur de conséquences pour nous. Et ça, c'est la double Mais peine. tout à fait, à cet égard, peut-être on peut mener, enfin, parce que je pense que, enfin, c'est sûr qu'on n'est pas dans une situation exceptionnelle, la situation ukrainienne, un terrain qui bascule dans la guerre. Je sais que, voilà, individuellement, on a déjà essayé d'entreprendre un certain nombre de démarches pour faire entendre d'autres voix auprès du ministère des Affaires étrangères, parce que c'est précisément ce coloriage en rouge du pays qui interdit ensuite notre accès au terrain. Mais il y aurait peut-être une démarche collective en fait à faire, puisque j'ai pas l'impression que ce qu'on fait à ce niveau-là soit entendu. En tout cas, les décideurs, et Gilles peut-être en parlera aussi, sera l'occasion, sont très preneurs en fait de nos regards de chercheurs, non seulement au long cours effectivement donc de notre savoir accumulé, mais aussi de ce qu'on ramène du terrain précisément, un peu à chaud, sans cependant voir qu'il est absolument nécessaire de nous autoriser aussi de le faire dans un cadre institutionnel. Bien sûr. Julia, Oui. très concrètement, pardon, c'est le fait qu'il y ait un veto de la part du fonctionnaire sécurité-défense. C'est ça, très concrètement. Oui, Hein. c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est le goulet d'étranglement habituel. Gilles? Oui, merci Thomas. Je crois que moi aussi, je suis très très sensible au sort des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs qui travaillent sur cette zone et incontestablement leur situation est bien plus délicate que la nôtre parce que nous sommes en poste. Donc je pense que c'est très important de le rappeler. Il y a un point qui n'a pas été évoqué, c'est un risque qui pèse sur la situation actuelle en Russie qu'on voit notamment aux États-Unis un petit peu se développer, c'est le fait de faire des recherches avec des intermédiaires sur place. Et notamment d'engager des programmes de recherche avec des gens qui en fait collectent les données sur place, des Russes en fait qui collectent les données sur place, dans l'occurrence si ça porte sur la Russie, en Russie. Et ça, c'est quand même un danger. Moi, c'est quelque chose auquel je n'arriverai pas à me résoudre parce que on est quand même dans un contexte où les incriminations, l'extension de l'incrimination des agents de l'étranger repose précisément sur l'idée qu'il y a un lien avec des Occidentaux et que c'est un lien financier, quoi. Donc, je trouve que c'est faire porter des risques que personnellement, moi, je ne serais jamais prêt à assumer, mais cette question, elle est en train de se poser avec acuité dans le monde académique, en tout cas aux États-Unis. Et pour la même raison, là, je vois qu'il y avait une question sur les conditions d'accès au terrain, c'est-à-dire si un doctorant rentre en Russie, profite de l'occasion pour continuer ses enquêtes. Bon, un doctorant russe, il a la nationalité, il peut aller chez lui, etc. Mais c'est quelque chose que je ne conseillerais pas de faire forcément, parce que là aussi, il y a une prise de risque extrêmement forte dans un contexte où le narratif dominant quand même vis-à-vis des étrangers, mais aussi des Russes qui étudient à l'étranger, c'est les accusations potentielles d'espionnage, de haute trahison, etc. Donc chacun fait ce qu'il veut, mais moi je ne conseillerais pas à un jeune de faire cela personnellement en ce moment. Oui, et Julia parlait d'action collective vis-à-vis de nos autorités. On pourrait aussi avoir une réflexion collective sur les risques que l'on fait courir à nos informateurs, avec de gros guillemets, sans toujours le savoir, et échanger entre nous sur ce sujet peut être profitable pour sensibiliser tout le monde à ce que ça représente que d'être exposé ainsi. Alors, il y a un troisième point d'entrée dans notre réflexion d'aujourd'hui que l'on peut aborder maintenant, c'est celui de la demande sociale. C'est-à-dire que lorsqu'un pays bascule dans la guerre, comme c'est le cas de l'Ukraine et de la Russie aujourd'hui, inévitablement, les médias posent davantage de questions, posent de nouvelles questions. Et dans votre cas, comment est-ce que ça se joue? Comment ça s'est joué et comment ça continue à se jouer? Surtout qu'on a eu l'anniversaire, le deuxième anniversaire là, qui a été l'occasion de nouvelles couvertures médiatiques. Et là, évidemment, Russie et Ukraine ne sont pas logés à la même enseigne.
Mais Gilles, est-ce que tu pourrais introduire cette donnée-là? Oui, je peux le faire, là, d'autant plus que j'ai sorti un bouquin récemment là, sur la Russie, donc je commence à entrevoir un petit peu cela. Je pense qu'Anna aussi sera très bien placée pour intervenir, en tout cas sur l'aspect, sur le côté russe. Dans ce domaine-là. Alors, c'est vrai qu'en réfléchissant à cette demande sociale, je me disais, bon, finalement, c'est vrai, alors il y a une demande assez forte de contact avec les chercheurs, il y a une demande de connaissances, mais cette demande, j'avais envie de commencer de manière un petit peu ironique en disant peut-être qu'elle s'exprime avant tout dans le succès absolument colossal du Mage du Kremlin, qui est un roman et qui porte précisément sur la politique russe. Et pour moi, là, depuis le début de la guerre, le fait que cet ouvrage soit un best-seller absolument extraordinaire en termes de vente montre quelque chose, je crois, très très précisément sur cette demande sociale vis-à-vis du politique russe. Et j'avais envie un tout petit peu d'en parler parce que finalement, le succès de cet ouvrage, c'est le succès d'un ouvrage qui fait entrer derrière les remparts du Kremlin et qui montre les influences de conseillers sur un tsar réputé isolé, etc. Et donc, c'est une manière de renouer avec une analyse du politique qu'on voit en Russie depuis la fin du 19e avec Raspoutine, mais qu'on a vu particulièrement se développer pendant la guerre froide, avec ce qu'on appelait la kremlinologie. Et une partie de la demande sociale et politique aujourd'hui concernant le politique en Russie, c'est une demande de kremlinologie précisément. C'est une demande de savoir quels sont les jeux entre élites, qui a l'oreille du président, est-ce que c'est des représentants de tel ou tel groupe. Alors, c'est bien normal hein, de se poser ces questions. Il ne s'agit absolument pas de considérer que ça soit incongru. C'est le lot d'un régime qui est complètement fermé, qui est complètement opaque et dans lesquels on ne sait pas grand-chose de la manière dont se prennent les décisions politiques, et ce, depuis 20 ans. Hein. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est une question qui traverse quand même toute la période du poutinisme. Alors, évidemment, du coup, ça explique, à mon avis, les trois demandes principales qu'on peut recevoir, il me semble, et j'aimerais bien avoir l'avis d'Anna peut-être sur ce point-là, concernant la Russie. La première, c'est donc que pensent les élites? Et donc, quelle est l'homogénéité des élites derrière Vladimir Poutine? Quels sont les clivages apparents? Quels sont les jeux de palais? Quels sont les jeux de factions dans un parti? Et ça, il est vrai que, par exemple, comme le montrait très bien Clémentine Fauconnier dans son livre sur Russie Unie, c'est un parti hégémonique dans lequel il y a des factions très, très différentes. Et il est très clair que dans Russie Unie, le parti du pouvoir, il y a des gens qui sont extrêmement différents, qui ne pensent pas du tout la même chose. Hein. Donc, le fait de se poser cette question n'est pas incongru en soi, encore une fois. Et je ne veux surtout pas la discréditer, cette question, mais c'est quelque chose, évidemment, qui est pour nous tout aussi difficile de répondre que pour n'importe qui, parce que nous n'avons pas accès à ces jeux de pouvoir-là, parce que nous en avons des bribes, parce que nous pouvons faire des hypothèses, comme on disait tout à l'heure avec Anna, mais on ne peut pas être certain de ce qui se passe. On comprend bien des choses, on comprend bien que les modérés actuellement du parti Russie Unie, c'est pas leur heure, c'est pas leur moment, que ceux qui parlent, ce sont les plus radicaux, qu'il y a une sorte de surenchère dans la radicalité, notamment côté Russie Unie. On voit des choses comme ça, on pourrait dire des choses, mais on ne peut pas forcément entrer dans le détail. La deuxième question qu'on nous pose peut-être, qui est alors là encore plus redoutable, c'est que pensent les Russes? Et là, pourquoi ça renvoie au Mage du Kremlin? C'est parce que dans le Mage du Kremlin, si vous l'avez lu, on parle tout le temps des Russes. C'est tout le temps l'avis des politiques au Kremlin sur les Russes. Voilà, les Russes sont comme si, c'est un peuple comme ça, etc. Donc ça, c'est en permanence dans le Mage du Kremlin. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais et donc, c'est compliqué parce que nous, on est sociologues, on n'a pas envie de rentrer dans une vision manichéenne qui consisterait à dire d'un côté, il y a le feu qui couve et de toute façon, les gens sont muselés, mais dès qu'il y aura un appel d'air, ils vont se révolter contre le pouvoir en place, versus, non, les gens ont été lobotomisés par l'influence de la propagande, de la télévision, etc. Et donc, ça, c'est une question, moi, je trouve que c'est la plus redoutable qu'on nous pose actuellement. Et alors là, je comprends les journalistes qui la posent. En même temps, si j'étais à leur place, je ferais exactement pareil.
mais elle me met beaucoup en difficulté. La troisième question peut-être qui revient assez souvent, j'ai encore eu un exemple aujourd'hui, c'est que va-t-il se passer après, l'après-Poutine? Alors là aussi, bon, question compliquée aussi, les scénarios pour l'avenir, en essayant, il y a un politiste russe que j'aime bien de Saint-Pétersbourg, Grigory Golosov, qui justement, lui, fait les scénarios pour l'avenir en disant, voilà, quelles sont les chances qu'il y ait un soulèvement populaire, quelles sont les chances qu'il y ait un putsch par des gens modérés, quelles sont les chances qu'il y ait un putsch par les militaires, etc., qui dressent des tas de scénarios mais sur lesquels je ne me sens pas forcément très, très compétent. Voilà. Donc, je pense que ces trois questions-là sont un petit peu, moi, les questions qui, je trouve, nous renvoient à des limites, justement, en termes d'éclairage de la demande politique et sociale, me semble-t-il. Merci beaucoup, Gilles. Anna, Gilles vous a interpellé. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. Je partage complètement effectivement le désarroi face aux trois questions et également l'influence du mage du Kremlin est sensible. On est d'accord là-dessus. Alors, je me permets de répondre, je dirais, en reposant la question d'une autre manière, de la question de notre capacité à pouvoir en fait retourner l'intérêt et les questionnements des médias, mais également de différents acteurs sociaux et politiques. Alors, plus les médias, je pense, que les acteurs politiques et institutionnels, qui nous demandent également beaucoup de répondre à des questions, mais qui, eux, ont des décisions à prendre très, très concrètes. Je pense que nous avons, et c'est l'expérience que j'ai en fait à l'issue de cette année de guerre, nous avons une capacité à influencer l'agenda médiatique et à influencer en fait le type de questions qui nous sont posées, hein, en prenant l'initiative. Vous voyez, l'expérience d'interaction intense avec les médias que j'ai eue au cours de cette année montre que, effectivement, par automatisme et aussi par nouveauté du terrain pour un certain nombre d'entre eux, ils vont reprendre un certain nombre de questionnements qui sont des questions simples, mais qui sont aussi des questions qui ont été traitées par d'autres, hein. Il y a un effet de répétition. Quand un média majeur parle d'un objet, les autres se sentent obligés de le reprendre et de continuer, mais en même temps, il y a une très grande faim de nouveaux questionnements et de nouveaux éclairages. D'autant que les journalistes aujourd'hui, et ça, ayant un cours en sociologie des médias, je le constate en termes statistiques, sont de plus en plus formés et de plus en plus formés par ailleurs en sciences humaines et sociales très souvent, ou en histoire, qui sont vraiment les deux sciences humaines sociales, sciences politiques et histoire. Et donc, en fait, moi, j'ai fait une expérimentation au cours de cette guerre de proposer des sujets, de proposer des objets, de proposer des éclairages, essentiellement sur Twitter, mais pas seulement, en disant, bah voilà, ça c'est, certes, vous vous posez la question de cette manière-là, mais nous, les chercheurs, on le regarde d'une autre manière et on considère que les éléments sur lesquels nous pouvons avoir des informations, c'est ça. Et en fait, ça suscite un grand intérêt et je pense que c'est un type de pratique, et prendre l'initiative est un type de pratique que nous n'avons pas encore souvent et qui permettrait quelque part d'instiller nos questionnements dans la demande des médias. Et juste une petite remarque pour ne pas monopoliser non plus la parole là-dessus. Il me semble que cette interaction avec les médias peut amener à se poser la question également de la manière, du type de compétences qui sont valorisées dans notre métier de chercheur, à la fois dans le métier proprement académique et la diffusion sociale des connaissances. Il me semble que je dirais, notre milieu académique et le milieu médiatique nous demandent deux types de compétences très différentes. Ce qui est valorisé dans le milieu académique, c'est une compétence pointue sur notre objet de recherche, et je dirais le terrain n'est qu'un terrain. On nous demande davantage une maîtrise conceptuelle appliquée à un terrain qu'une connaissance d'une zone géographique, et tout ce qui relève de l'aire géographique est plutôt dévalorisé et institutionnellement très peu mis en avant, et voire n'est pas considéré comme étant de la science politique. Alors qu'en fait, les médias nous demandent souvent une connaissance plus généraliste sur nos terrains, avec un certain nombre d'éléments sociologiques, politiques, économiques, une connaissance qui déborde un peu, et que par ailleurs nous avons, hein, pour la plupart d'entre nous, dans la mesure où nous avons fréquenter nos terrains, mais je pense aussi que la question de notre légitimité à parler de plein de choses différentes est aussi liée à notre socialisation professionnelle qui dévalorise la compétence généraliste au profit de la compétence thématique. Waouh, bravo, c'est très parlant, c'est effectivement, en plus de ça, très courageux que de
retourner les questions ou renverser les questions pour poser les bonnes questions ou faire qu'on pose les bonnes questions plutôt. Julia, Thomas, sur ce point, avant qu'on aborde le dernier et qu'on ouvre la session. Oui, peut-être, enfin, je vais me situer moins sur les médias, effectivement, et l'interaction avec les journalistes, mais peut-être aussi dans la continuité de ce qu'a dit Anna, une sorte de démarche proactive, mais auprès des décideurs, en fait, parce qu'on voit, notamment dans le cas ukrainien, à quel point les décideurs ont souvent les mêmes interlocuteurs, en fait. Ceux qui viennent les voir dans le cadre des visites, des missions officielles, c'est plutôt effectivement au niveau des officiels, des fonctionnaires d'État ou encore des représentants à différents niveaux. Et ce que j'ai essayé de faire notamment, mais ça date déjà de la première guerre, c'est de diversifier précisément ces contacts et aider un certain nombre d'acteurs de la société civile ukrainienne qui n'auraient jamais accédé, en fait, ils n'auraient jamais eu de rendez-vous à Paris au ministère des Affaires étrangères, plutôt de leur donner la parole de cette façon-là quand ils ont des missions de plaidoyer et donc appuyer un certain nombre d'actions ukrainiennes auprès de plaidoyer précisément auprès des décideurs. Et là-dessus, en fait, je pense qu'on a aussi un vaste réseau de contacts, en sachant qu'on a des collègues aujourd'hui aussi qui sont dans ces institutions, ministère des Affaires étrangères, ministère des Armées. Et donc, ça permet également non seulement d'agir un chercheur, bien évidemment, c'est toujours notre rôle, mais également d'avoir des formes d'engagement, autre type d'engagement tout simplement, vis-à-vis donc des acteurs avec lesquels on interagit sur nos terrains. Oui, parce que la notion d'engagement, effectivement, elle est sous-jacente à tout ça. Pourquoi passer autant de temps à parler de la question, du sujet? Parce qu'on se sent tout de même porteur d'une forme de parole, d'une forme de mission même. Et ça, c'est quand même en filigrane. Et c'est vrai que c'est au détriment de la recherche fondamentale parce que c'est du temps passé à faire autre chose. Thomas, tu veux ajouter un point, un mot sur ce sujet ou? Concernant au rapport avec les médias, parce que évidemment j'ai été sollicité depuis le 24 février. Alors, pas voilà, je n'apporte pas de lumière pour les décideurs politiques, mais pour les médias, oui, j'ai été sollicité et c'est vrai que pour autant, moi je trouve et je suis d'accord avec Anna, c'est vrai que les généralistes sont assez dévalorisés et nous avons besoin quand même de bons généralistes sur notre zone. Pour autant, c'est vrai que souvent, moi, j'ai peu été sollicité. 80% des sollicitations médiatiques ne concernaient pas mon objet, mais concernaient des demandes que je refusais, par exemple, sur la conduite des opérations militaires, donc qui me demandaient des points de vue assez tactiques que je ne maîtrise pas du tout, que ce soit dans les armements. Et aussi, il y a la question de Wagner aussi, qui est assez envahissante, alors que ce n'est pas mon objet, même si j'en parle, parce que beaucoup de mes combattants irréguliers se sont engagés et à partir des années, on va dire, 2015, et notamment en Syrie, sont partis du Donbass pour aller s'engager à Wagner, mais les logiques d'engagement sont très différentes, en fait, par rapport à mon objet d'étude. Et c'est vrai que on a du mal justement des fois à recentrer justement les sollicitations sur notre domaine d'expertise. Donc, Mais c'est vrai qu'il faut essayer de le faire pour éviter que ça ne soit toujours les mêmes qui disent toujours la même chose sur tous les plateaux et dans. Est-ce qu'on a perdu notre animateur? Je pense qu'on a peut-être un souci technique avec Christophe. Du coup, comme convenu avec l'organisateur, on n'est pas en train de faire une révolution. On prend le relais pour continuer et ne pas perdre de temps. Et en fait, on ne pouvait pas quand même faire ce webinaire sans parler, vous voyez, en parlant de nos problèmes et de nos préoccupations face à notre terrain, sans parler de nos collègues qui se retrouvent, eux, engagés sur la guerre parce qu'ils sont originaires des pays en guerre. Alors, Julia, est-ce que tu veux bien… Merci, oui, Anna. Donc, je vais parler des conditions de travail de nos collègues en Ukraine et je vais vraiment centrer sur la matérialité parce que je pense qu'on peut tous avoir une idée un peu vague de ce que veut dire, enfin, s'imaginer des bouleversements que nos collègues vivent au quotidien, mais je pense que rentrer dans cette matérialité permet vraiment de nous faire un tableau juste de ce qui se passe. Parce qu'en fait, la situation de nos collègues, elle est certainement à l'image précisément donc de la société ukrainienne et de ce qu'elle vit au quotidien.
parce que nos collègues à la fois donc affectés par la violence armée, par les bombardements, indiscriminés, et touchent notamment aussi les bâtiments des établissements d'enseignement supérieur, mais ils sont aussi engagés dans la continuité, dans la volonté en tout cas de maintenir une sorte d'ordinaire à travers la continuité du service public d'enseignement, mais le prix en effort aussi, et donc ils le payent au quotidien. La situation, bien sûr, est différente en fonction un peu de où il se trouve précisément géographiquement en Ukraine, mais parce qu'il y a deux grandes constantes, de grandes caractéristiques, parce qu'on a un front qui s'est stabilisé au sud-est, et donc il y a des endroits plus exposés que d'autres à cet égard, mais dans le même temps, on est dans des bombardements réguliers sur l'ensemble du territoire ukrainien, et donc voilà, la difficulté d'avoir des zones de sécurité même quand on est à l'arrière. Et si on va dans cette matérialité, c'est d'abord la destruction des locaux, précisément parce qu'on a eu, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, les universités sont visées. Pour vous donner juste un exemple, à Kharkiv, donc nos collègues sociologues, le département de sociologie en plein centre-ville a été bombardé en mars 2022, et déjà en février, un an plus tard, en février 23, une autre université en sciences dures, Beketov, donc a été bombardée aussi en plein centre-ville de la ville. Il y a aussi ce phénomène, peut-être auquel on ne pense pas nécessairement en lien avec la guerre, mais ce phénomène d'exil forcé des universités. Et en Ukraine, il existe depuis 2014, puisqu'il y a déjà un certain nombre d'universités qui étaient touchées par la guerre, sont retrouvées en zone de combat, en zone d'occupation, et donc ont dû réagir face à cette situation. Parce que donc c'est précisément les universités qui se trouvaient dans les régions de Donetsk et de Luhansk, qui ont connu cet exil. Je prends un exemple de l'université de Luhansk qui a déménagé d'abord à Starobilsk, dans les régions de Luhansk, et qui aujourd'hui, double peine, connaît un nouveau redéploiement dans la ville de Poltava. Et donc, il y a de nouvelles universités qui se sont retrouvées précisément dans cette situation avec des liens de solidarité. Les universités de Zaporizhzhia, par exemple, accueillent beaucoup les universités en exil, donc des territoires occupés du sud de l'Ukraine. Mais l'exil, bien évidemment, dégrade fortement en fait la situation des universités et de nos collègues, parce que ça veut dire perte de locaux, perte de salles de cours, perte d'équipements de bureaux, perte de bases de données, perte de documents, perte de bibliothèques, parfois même perte d'effectifs aussi, enfin à la fois parce qu'il y a des victimes tant les enseignants que les étudiants, mais c'est aussi parfois on perd contact tout simplement avec les gens qui restent en zone occupée. Et donc, c'est dans ces conditions-là, précisément, que nos collègues essayent de garder quand même une continuité du service public. Voilà, et ce que j'appelle effectivement construire cet ordinaire dans les situations extraordinaires à laquelle ils font face, puisque assez rapidement, ils ont réussi à se remobiliser. À partir du 14 mars, plus ou moins, l'enseignement a été remis en place, réorganisé. Il se passe en distanciel aujourd'hui. Distanciel synchronisé ou asynchronique, en fait. Synchronisé là où il y a une possibilité de connexion à la fois pour les étudiants et pour les enseignants, ou de façon asynchrone quand ils mettent sur Moodle un certain nombre de devoirs, tout simplement, donc à destination de leurs étudiants. Il y a une grande réflexion sur la possibilité dans certaines zones de reprendre l'enseignement en présentiel, mais avec cette difficulté d'abord de sécurité, tout simplement, puisqu'il faut interrompre les cours au moment où sonnent les signaux de l'alerte, la défense antiaérienne. Or, ils sonnent tout le temps, en fait, et donc il faut avoir des locaux dédiés, un abri tout simplement, où à la fois les enseignants et les étudiants peuvent se replier. Et ensuite, le deuxième défi, c'est la dispersion géographique des personnels enseignants et des étudiants entre zones occupées, l'ouest de l'Ukraine, les pays de l'Union européenne, où encore, en fait, il y a beaucoup de militaires. C'était un des avantages accordés aux militaires de la guerre du Donbass que de poursuivre, enfin, de s'engager dans l'enseignement, de postuler pour les universités. Et donc, il y a des personnels militaires qui inscrits à l'université, mais qui ne peuvent pas poursuivre l'enseignement. Et donc, voilà, enfin, le présentiel, finalement, n'est pas une formule adéquate à cette situation de guerre. Et le présentiel aussi, un énorme défi lié à la connexion Internet fiable, puisqu'il y a des bombardements d'infrastructures énergétiques, et l'électricité, nécessairement, on en a besoin aussi pour faire fonctionner les installations donc d'Internet, de téléphonie ou encore d'Internet donc mobile. Et donc, bien évidemment, c'est dans ce contexte-là
que vivent nos collègues. Il y a aussi une réduction de moyens. Nécessairement, l'État ukrainien doit faire ses arbitrages du point de vue des sommes allouées. Donc, toutes les universités ont vu leur budget diminuer, à la fois parce qu'il y a une diminution de la contribution publique, mais aussi parce que, malheureusement aussi, les étudiants sous contrat qui payaient leurs études, leur nombre a diminué et donc ça les met en difficulté. J'ai appelé une collègue, en fait. J'ai eu un échange, enfin, c'est pas uniquement pour le webinaire, on est en échange permanent. Précisément, cette collègue qui a connu le double exil, qui est partie à Starobilsk d'abord et qui est aujourd'hui à Poltava, et je lui ai demandé combien elle est payée, en fait, aujourd'hui. Elle fait un service de 600 heures d'enseignement. Elle est payée 12 000 grivnas, soit l'équivalent de 300 €. Elle doit payer 9 000 grivnas pour le loyer à Poltava, parce qu'elle a perdu son logement. Et donc, elle est obligée, voilà, de se loger quand même sur place, puisqu'une fois de plus, elle n'a pas de salle de cours et c'est de chez elle qu'elle est censée faire cours. Et comme elle m'a dit, à juste titre, bien évidemment, dans ces conditions, en fait, sa vie est articulée à la survie plutôt, survie matérielle, parce qu'il faut trouver un deuxième emploi ou donner des heures supplémentaires de cours, tout simplement pour s'en sortir, parce qu'il y a le soin aux enfants, notamment pour les configurations familiales quand les maris sont partis au front. Et il y a aussi, voilà, tout ce soin apporté aux étudiants, parce que bien évidemment, elle m'a dit que dans les différentes promotions, quand c'est des petites promotions, c'est elle-même qui fait le suivi des étudiants, qui fait de l'assistance psychologique aux étudiants avec les moyens de bord. Et donc, elle m'a dit, la survie l'empêche de penser à la recherche. Et c'est précisément, je pense que c'est ça qui est extrêmement important parce qu'ils ressentent, et elle notamment, elle ressent une frustration, elle voudrait faire plus de recherche et pas uniquement avoir à porter toutes ces charges-là. Et du point de vue de ce que nous, on peut faire, je pense, c'est effectivement à des projets long cours, à la fois au niveau institutionnel entre les universités, et ça, nécessairement, on se situe plutôt vers la fin de la guerre du point de vue d'un certain nombre d'échanges possibles, mais essayer d'intégrer dans des programmes de recherche, avec les difficultés qu'on a aussi. Par exemple, l'ANR n'est pas du tout outillée pour intégrer les chercheurs étrangers, alors qu'ils sont sur place et qu'ils peuvent faire aussi du terrain, et que c'est une manière pour nous d'être solidaires et de leur apporter les moyens dont ils ont besoin au regard de cette matérialité dans laquelle elles vivent. Merci beaucoup, Yulia. Nous ne sommes pas à Kiev, mais moi, je n'ai pas de courant électrique non plus pour le moment. Pour l'instant, les batteries suffisent et je n'ai pas manqué beaucoup de ton intervention qui était très précieuse. Je vous propose que l'on regarde du côté russe comment ça se passe et puis qu'on ouvre la discussion. Anna, vous a invité, vous qui êtes en ligne, à poser des questions dans le chat. Il y en a qui arrivent déjà, des questions, et on va les prendre dès qu'on aura eu peut-être le même éclairage du côté russe. Comment ça se passe pour les collègues russes? Gilles, tu veux intervenir, non? Je peux intervenir. Ça se passe de manière diverse pour les collègues russes, c'est-à-dire que il y en a qui ont quitté le pays, il y en a qui avaient déjà quitté avant le pays depuis bien longtemps, c'est-à-dire que ce qu'on voit du point de vue russe, c'est une répression accrue par rapport à des dynamiques qui étaient là depuis assez longtemps, hein. Et le fait que des acteurs académiques aient eu des soucis avec la justice ou avec les autorités, ça ne date pas de 2022 en Russie. Il y avait déjà des chercheurs qui étaient accueillis en tant que réfugiés en France. Il y a eu des institutions indépendantes qui ont eu des soucis judiciaires assez importants dans les années 2010. Donc ça, évidemment, du point de vue russe, c'est la première chose qu'on peut dire. Après, donc, avec le début de la guerre en Ukraine, ça a pu accélérer la décision de partir de certains qui restaient sur place. On a l'impression, j'en parlais moi avec un collègue russe l'autre jour qui est dans une institution pétersbourgeoise, et lui me disait qu'en fait, au début de la guerre, lorsqu'il s'était demandé quoi faire, il y avait eu un clivage un petit peu générationnel entre des gens relativement jeunes qui décidaient de partir du pays, alors que des gens plus âgés décidaient, eux, de rester sur place tant que, en tout cas, un universitaire comme eux ne serait pas directement sous les barreaux. Alors, il y a eu des affaires judiciaires retentissantes en Russie avec des recteurs d'institutions universitaires. Il y a eu des affaires retentissantes, et notamment dans le cas de la dénonciation des incriminations sur les fausses informations sur la guerre avec des étudiants.
il y a des dénonciations de professeurs qui sont à l'œuvre, mais disons que pour l'instant, des professeurs qui sont opposés à la guerre, mais qui ne prennent pas publiquement la parole pour le dire de manière explicite, peuvent préférer rester sur place qu'aller à l'étranger. J'en connais des exemples, c'est-à-dire que là aussi, l'opposition qu'on a en tête, c'est de se dire se soumettre ou aller à l'étranger. Il y a toute une gamme de comportements qui existent et c'est vrai que moi, je peux voir, par exemple, chez des collègues qui sont dans des institutions pas forcément centrales, moscovites, etc., plutôt une sorte de forme d'escapisme, quoi, c'est-à-dire où des gens qui se réfugient dans leur bulle privée en attendant que ça passe. Et bon, c'est pas nous ici qui allons juger forcément ces comportements-là. Alors, en parlant de la bulle privée, merci Gilles. La question qui vient de disparaître, mais qui était jusque-là dans la boîte Q&A, questions-réponses, était, Et je trouve, maintenant, dans répondu. c'est pour ça. Alors, elle a été répondue bilatéralement. En tout cas, moi, j'ai pas vu la réponse. Donc, j'aimerais bien l'entendre, la réponse. La question, ben, Anna, tu as répondu. Donc, tu peux reposer la question puisque tu y as répondu. On t'entend pas. Oui, pardon. Michel Kahn nous envoyait un commentaire. Je ne sais pas si vous avez connaissance d'un documentaire réalisé par un journaliste russe sur les fractures à l'intérieur des familles russes entre les pros et les anti-guerres. Ce serait un beau sujet de recherche, mais quand? Par ailleurs, bien d'accord sur le mage du Kremlin. Et je donnais juste la référence, en fait, en russe du documentaire. Mais par ailleurs, je crois qu'il est avec des sous-titres en anglais ou même disponible avec des sous-titres en anglais. Donc, il faudrait que je retrouve et que je redonne la référence pour ceux qui ne sont pas russophones. Et cette question du lien me permet peut-être de rebondir juste rapidement en fait en parlant des chercheurs russes et ukrainiens. En fait, nous assistons dans cette guerre et dans la mesure où je n'ai pas la connaissance d'autres terrains où ça se serait passé de la même manière, je me permets d'en parler, même si sans doute on n'est pas dans une situation exceptionnelle, où les milieux de la recherche russes et ukrainiens sont devenus incompatibles l'un à l'autre. C'est-à-dire que une chose que nous pouvions faire jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à l'invasion de février 2022, à savoir, je dirais, dépasser la question politique pour avoir un travail scientifique conjoint qui intégrerait des chercheurs russes et ukrainiens dans une même équipe est désormais, est en ce moment absolument non envisageable. Alors, je pense que les Russes seraient davantage demandeurs, mais du côté ukrainien, la question de la responsabilité de la population russe au-delà du pouvoir étant posée, eh bien, voilà, on est dans une très grande difficulté aussi à penser une recherche qui serait, par exemple, une recherche comparative. Ouais. Oui, ça, c'est les victimes collatérales de ce genre de conflit. Julia. Je voulais juste ajouter par rapport au tout dernier point évoqué par Anna, je pense que ça va bien au-delà. J'ai été rédactrice en chef jusqu'en décembre, donc d'une revue Area Studies précisément centrée sur notre zone. Il y a des refus déjà de chercheurs de publier dans le même dossier, de chercheurs russes et ukrainiens publiés dans le même dossier autour d'une même thématique. Voilà. Et donc il y a cette impossibilité non seulement de les inviter à des événements communs, mais aussi de produire des publications communes qui même du coup de co-construire ensemble un objet de recherche. Oui. Oui, moi je connaissais entre Indiens et Pakistanais depuis quelques temps déjà. Les questions qui sont dans le chat sont d'ordre bien sûr différent, mais toutes intéressantes. Vous avez répondu déjà, Gilles a répondu déjà à celle qui concernait les doctorants et l'accès au terrain. Une autre question concernant les étudiants, Isabelle Ifunza demande: auriez-vous des conseils à donner pour les étudiants souhaitant se diriger vers des études russes, sociologie, études culturelles, pour postuler en master ou en doctorat? Existe-t-il des directions de sujets, de recherche qui ne sont pas encore hyper abordées? Alors ça, je ne sais pas si c'est si vous pouvez livrer des secrets de fabrication, mais vous pouvez en tout cas peut-être nous dire comment vous procédez en ce moment. Qu'est-ce que vous dites aux étudiants qui veulent aborder ces terrains? Gilles, Anna, qui veut répondre en premier?
Julia. Je pense que oui, je pense qu'on n'a pas envie de répondre immédiatement parce que parce que la réponse n'est pas très positive. C'est-à-dire, on a des étudiants qui viennent nous voir, on a comment dire ça? Je pense qu'il y a il y a des sujets à aborder très intéressants. Il y en a beaucoup qui sont très intéressants, mais je pense que c'est des sujets qui du coup doivent se contenter. C'est un petit peu des pis-aller au niveau des sources et au niveau de méthodologie. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut donc se contenter. Je vais parler sur la Russie, hein, mais se contenter des sources qu'on a. Et ces sources qu'on a, elles peuvent, par exemple, nous aider à essayer d'identifier des tendances actuellement, par exemple, dans la répression, des tendances dans des formes de mobilisation, dans des formes de contestation, un petit peu à bas bruit, qui existent aussi, que documentent les réseaux sociaux, donc d'essayer de poser au moins des hypothèses sur des questions de sociologie classique en termes de mobilisation, par exemple, ou en termes de répression. Je pense en revanche qu'il faut un petit peu faire le deuil de recherches plus approfondies sur un tas de sujets sur lesquels on ne peut pas enquêter aujourd'hui. Par ailleurs, ce qui est assez évident, c'est ce qui a été suggéré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'évidemment, les recherches sur la diaspora, sur les migrants, etc., vont se développer massivement. Il y a sans doute des choses à faire à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui risque d'être assez rapidement saturé, je pense, parce que précisément, c'est un débouché assez évident pour ceux qui sont en mal et celles qui sont en mal de terrain, me semble-t-il. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais envie de dire des choses un petit peu plus enthousiasmantes pour cette étudiante, si j'ai bien compris, mais peut-être Anna et Julia et Thomas auront d'autres conseils. Alors, rien de plus enthousiasmant à dire de mon côté, mais je me permets d'en profiter pour lire le témoignage d'Adrien Nonjon, qui est donc également doctorant, qui est en commentaire ici. Merci beaucoup pour cet échange stimulant et les pistes explorées. Ma question porte sur l'accès au terrain de recherche pour les doctorants et rejoint ce que Julia a pu, je crois, aborder. Bien sûr, plusieurs options sont envisageables pour contourner l'inaccessibilité du terrain ukrainien, Internet, séjour dans les pays limitrophes, etc. Cependant, ces solutions sont souvent très précaires et empêchent de vérifier et valider concrètement les hypothèses formulées au cours d'une recherche de doctorat. Ceci peut dès lors donner l'impression de bâtir une expertise virtuelle sur un sujet. Quelles solutions pourraient être apportées à cet enjeu, sachant que tous les doctorants sont habités à un moment ou à un autre par le syndrome de l'imposteur? Alors déjà, petit trait rassurant, le syndrome de l'imposteur ne s'en ira jamais. Ou alors, c'est très mauvais signe. Oui, très beau témoignage, effectivement, et ça recoupe ce que disait Gilles. Gilles? Je vais quand même ajouter quelque chose d'un peu plus positif. Il m'a fallu quelques secondes, mais il se trouve que j'ai eu deux étudiantes qui ont fait des mémoires alors que la guerre commençait. Et elles ont réussi à mener leur travail à terme en faisant des entretiens sur Zoom, des entretiens qui sont avérés assez faciles à réaliser avec des acteurs qui, disons, sont habitués à s'exprimer. C'est-à-dire que là, précisément, on était dans les sujets sur les mobilisations. Il y en avait une qui s'interrogeait sur les associations féministes et en Russie et qui a parvenu à faire des entretiens, y compris après le 24 février, en Russie par Zoom pour enquêter là-dessus. Et il y en avait un autre qui travaillait sur les avocats et ces avocats ont accepté eux aussi de faire des entretiens à distance. Un entretien à distance, c'est peut-être pas aussi satisfaisant qu'aller sur place pour faire le terrain lui-même, mais néanmoins, elles ont mené leur recherche à terme de manière tout à fait convaincante. Oui, et parfois tu mets moins les gens en danger en les interrogeant à distance qu'en leur rendant visite et en étant filés, suivis par la police politique qui va les interviewer le lendemain. Julia. Oui, je vais être très brève. Merci Adrien. Bonjour. Donc, vous êtes manifesté, je pensais bien évidemment à vous lorsque je parlais voilà, de cette possibilité quand même à poursuivre le travail sur l'Ukraine quand on l'avait engagé, explorer le terrain en amont. Mais les situations sont très variables, effectivement, pour un doctorant en première année ou pour un doctorant beaucoup plus avancé. Et je pensais que notamment dans votre cas, à la fois les entretiens à distance et aussi une très grande circulation finalement depuis l'Ukraine, puisque les différents types d'acteurs quittent le pays.
parfois de façon assez brève, mais on peut quand même essayer aussi, si on éprouve une certaine satisfaction du point de vue des entretiens à distance, de rencontrer ces acteurs dans les pays de l'Union européenne et de compenser en quelque sorte. Je parle des acteurs de profils très, très différents et pas uniquement des élites politiques. Et donc, je pense que quand on a déjà commencé un travail avec une certaine connaissance du terrain, qu'on peut commencer. Voilà. Mais bien évidemment, tout dépend aussi de l'objet, de la façon dont il se prête ou ne se prête pas à ce type de travail à distance. Merci. Il n'y a plus de questions véritablement dans le chat, mais deux commentaires dont j'aimerais me faire l'écho. D'abord, celui, j'ignore son prénom, j'en suis désolé, de monsieur ou madame Boivin, qui dit: «Merci pour ce webinaire accessible aux non-experts qui permet d'identifier les impacts collatéraux de ce conflit. Je confirme l'intérêt des tweets de Anna Colin-Lebedev sous des angles différents de ceux des journalistes. Bon week-end à tous.» Pourquoi je fais cette lecture? Aussi parce que, Anna s'en rappellera, c'est en voyant les difficultés qu'elle rencontrait auprès de sa propre université et dont elle a fait part par tweet, que nous avons eu l'idée de ce webinaire qui permet de revenir sur qu'est-ce que ça veut dire que d'être dans une telle tourmente pour des universitaires. Et l'autre commentaire que je voudrais vous lire est celui d'Emmanuel L, 2 LE, Chaz, qui est journaliste en Ukraine pour RFI et France 24 et qui nous remercie d'évoquer, et vous remercie d'évoquer l'apport essentiel des chercheurs dans les médias et vous encourage à suggérer de nouvelles pistes de discussion et de prendre contact aussi directement avec les reporters sur place si vous voyez des thèmes à aborder qui ne l'ont pas été. Effectivement, ça peut aller jusque-là. Ce n'est pas seulement sur les plateaux de télévision ici, mais c'est aussi dans la relation aux correspondants que vous pouvez, en quelque sorte, élargir la perspective et faire qu'on pose des questions différentes dans nos médias. Nathalie, le mot de la fin? Faut que tu ouvres ton micro. Ce ne sera pas le mot de la fin. Il me semble qu'il y a une question qui est oubliée. Quelle est votre expérience personnelle de communication avec des collègues russes? Est-ce que vous avez pu garder des contacts? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont été interrompus? Ça me semble être intéressant de prendre quelques minutes autour de ça. Moi, j'ai gardé contact avec mes collègues russes, où qu'ils soient en Russie, qu'ils aient quitté la Russie. J'ai pas de problème particulier à les contacter. Bon, il est évident qu'il y a disons, des registres d'interaction par écrit, etc., qu'on va éviter, hein, ça c'est très clair, mais enfin, je crois pas que on peut même, enfin, moi, ça m'arrive de discuter assez ouvertement de la situation en cours au téléphone avec eux. Donc, j'ai plutôt un problème, je dirais, plutôt avec parce qu'évidemment, ces pays-là sont plus qu'un terrain pour nous, donc on y a des relations affectives de longue date, et on peut connaître des gens qui ont des opinions variées sur ce conflit, pas toujours exactement comme les miennes en tout cas, et donc c'est peut-être avec cela, à titre privé, que c'est plus difficile maintenant qu'avant. En même temps, juste peut-être pour ajouter pour un mot de la fin objectif, enfin non, pas du tout, absolument pas objectif, positif. Je ne sais pas pourquoi objectif est venu dans ma phrase. Je trouve que ce moment de la guerre est aussi un moment d'incroyable effervescence intellectuelle, aussi bien de la part des collègues ukrainiens que des collègues russes. Les réflexions sont extrêmement nombreuses et, je dirais, touchent à des sujets plus larges qu'avant, même si le recentrage, je dirais, sur le vécu de la guerre est très fort en Ukraine. On sent néanmoins un certain nombre d'interrogations d'historiens qui posent des questions autrement, des sociologues qui posent des questions autrement, des réflexions méthodologiques sur le travail en terrain et comment faire face au traumatisme, par exemple, que conduisent des collègues. Et côté russe, alors bien évidemment, les préoccupations sont différentes, mais je dirais que l'effervescence intellectuelle que nous avons aujourd'hui, qui est l'effet du choc de la guerre, est également très importante, me semble-t-il, chez les collègues russes. Et c'est, comment dire, on est sur un terrain qui n'a rien d'un terrain en marasme. Voilà. Je pense qu'il faut finir sur une note positive comme celle-ci, parce que c'est effectivement paradoxal, mais réconfortant. Espérons
espérons qu'effectivement, il sortira de ça, de cet épisode tellement tragique. Aussi des idées nouvelles, aussi des analyses nouvelles et qu'elles aideront à ce que ça ne se reproduise pas. C'est toujours notre espoir d'être utile à quelque chose. Merci, merci à tous et à toutes. Vous avez vraiment rempli le contrat difficile que nous étions censés tenir. Et les commentaires dans le chat témoignent de cela. Et j'espère que nous pourrons garder une trace écrite de cela grâce à notre partenariat avec AOC et qu'on publiera la substantifique moelle de vos témoignages. Je vous donne juste maintenant peut-être trois petits rendez-vous, deux d'entre eux étant directement liés à ce que nous venons de dire. Aux rencontres de la science politique les 26 et 27 juin prochains, nous aurons donc deux sessions sur les questions d'accès au terrain. Et donc, la question de l'Ukraine et de la Russie sera revisitée dans un cadre plus général. Le groupe de travail sur l'accès au terrain fera des propositions aussi vis-à-vis de nos autorités, vis-à-vis de toutes les instances qui nous permettent ou non d'accéder au terrain. Deuxième rendez-vous, au même moment, le 27, nous consacrerons tout un séminaire au programme PAUSE et notamment à ceux qui, venus d'Ukraine et de Russie, en ont bénéficié, en bénéficient. Et quand ils en ont bénéficié, la question de l'après-programme PAUSE est posée, c'est le cas de le dire. Et vraiment, il faut qu'on y réfléchisse collectivement. Hein. Vous parliez de responsabilité collective. Voilà une responsabilité collective. Hein. Les universitaires français doivent pouvoir accueillir et intégrer davantage ceux qui sont venus et sont obligés de rester parmi nous. Et troisième petit rendez-vous, c'est tout simplement, comme je vous l'avais dit, le prochain webinaire qui sera consacré à la Turquie à la veille des élections présidentielles. Et vous aurez bien sûr la date exacte par mail et sur le site de la FSP à très brève échéance. Merci encore, bonne soirée à tous et même bon week-end. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci.